Bon après-midi. Je suis ici avec Léo Lefebvre. Léo, merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Une belle petite conversation ensemble. Ah, ben, ça me fait plaisir d'être ici, Nicole, d'être ici avec toi. Ben, merci beaucoup. Puis là, j'aimerais peut-être entamer la matière, comme on dit en éducation. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton cheminement en éducation? Je sais que c'était fort intéressant. Disons que je ne me suis pas ennuyé pendant ma carrière. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'école Saint-Albert jusqu'à la 8e année. Ensuite, j'ai été choyé d'avoir des parents qui ont pu m'envoyer au collège du Sacré-Cœur. C'est un collège classique qui était sous l'égide de l'Université Laval dans le temps, lorsque j'ai commencé. Une formation par les Jésuites, c'est spécial. C'est pas seulement de l'instruction, c'est de l'éducation dans le plein sens du mot. J'ai fait mon secondaire là. Dans ma carrière, il y a 2 enseignants qui m'ont vraiment influencé. Il y avait Sœur Marie du Carmel en 5e année, puis il y avait le Père Philippe Bellavance en éléments latins qui se trouvait à la 9e au Collège Sacré-Cœur. Grâce à ces 2-là, ça m'a donné le goût d'apprendre, puis le goût également de faire apprendre aux autres la matière. C'est ça qui m'a amené éventuellement à travailler en éducation. Alors, après le collège, disons en belles lettres, qui était la 13e année à ce temps-là, l'Université Laval laissait tomber sa charte vis-à-vis de Sudbury, et c'est l'Université de Sudbury qui est entrée en jeu. Ensuite, j'ai obtenu mon BA de l'Université Laurentienne. J'avais un choix à faire. J'avais de la facilité autant dans les langues qu'en mathématiques puis les sciences. Ça fait que j'avais plusieurs portes ouvertes. Mais c'est en éducation que j'ai décidé de m'orienter. Au secondaire particulièrement, j'étais pas tellement enclin à vouloir travailler à l'élémentaire, mais au secondaire, ça me plaisait un peu plus à cause de l'expérience que j'ai vécue, disons, au secondaire, au collège. Je me suis... à la fin de mon collège Sacré-Cœur, le stage du collège Sacré-Cœur, et avec mon BA, je me suis ensuite orienté vers le collège d'éducation de l'Université de Toronto. Alors, j'ai fait une année là-bas. On pouvait à ce moment-là faire 2 étés. Moi, j'ai pris l'option de prendre l'année complète au collège d'éducation à Toronto. Ça a bien été. J'étais dans les langues. J'ai obtenu un brevet en français et en latin et en histoire. Parce que moi, j'ai été prof de latin aussi. Alors, en quittant le collège d'éducation, puis juste avant, au printemps, en fait, ils sont venus me chercher au mois de mars, je crois, pour aller remplacer une enseignante qui a dû s'absenter à cause d'un accident d'auto. Alors, ils m'ont sorti du collège d'éducation pour enseigner 2 semaines à Richmond Hill, ce qui m'a donné 6 mois d'expérience comme enseignant au niveau de ma retraite. Alors, c'était pas perdu. Une fois terminé le cours, je me suis rendu au printemps de 1963 à l'hôtel Park Plaza. L'hôtel Park Plaza, là, c'est ça qu'on appelait en anglais the cattle auction. Il y avait des 1000 postes d'annoncés dans le Globe and Mail, puis il y avait des directeurs d'école et des surintendants, plein l'hôtel. On allait là pour essayer de se décrocher un poste. Alors, il y avait des centaines d'enseignants et de gens qui venaient de se qualifier, qui se cherchaient des postes. C'est là que j'ai rencontré Bill Roman. Bill Roman, ça a été mon premier directeur d'école. C'était à la Garson Falconbridge Secondary School. Alors, j'ai enseigné 3 ans là. J'enseignais le français, le latin. Le latin, à ce moment-là, les élèves qui prenaient le latin, c'était une option. C'était pas obligatoire. Je me souviens que j'avais une petite classe de 24 élèves en 12e année. Puis cette année-là, on a eu des examens du ministère de l'Éducation en French et en latin de 12e, French de 13e. Moi, j'avais 2 13e de classe de French. Et ces 2 classes-là là, étaient de 35 élèves chacune. Puis ma classe de latin de 24 élèves de 12e année, lorsqu'on a eu les résultats des examens gouvernementaux,
La moyenne de ma classe, c'était 84 Ça fait que j'avais des élèves forts, puis c'était très plaisant. Puis un bon prof aussi, Ben, pas juste les élèves disons, c'est forts. peut-être un facteur, mais Oui. il y avait moi, j'ai toujours, au niveau de l'enseignement, si les élèves pouvaient atteindre un certain niveau, mais là, il fallait aller plus haut. Alors, est-ce que j'ai seulement couvert la matière de 12e année? Je dirais que non. On a fait la matière de 12e, puis je pense qu'on s'est embarqué un peu dans la matière de 13e cette année-là. Après 3 ans, j'étais coordinateur des langues à Garza Falconbridge en partant de première année. Ensuite, 3 ans plus tard, je suis allé à l'école secondaire de Chelmsford Valley District Composite School. Puis, j'étais chef majeur des langues, French et français. Puis, à cette école-là, j'ai enseigné du français et du latin. Puis, du latin jusqu'en 13e année. Alors, j'avais 4 élèves dans ma classe qui étaient à des mérites scolaires de l'Ontario. Ça fait que même là, on a couvert toute la matière de la 13e, puis je dirais un peu plus. Alors, si tu rejoins ton étoile, tu as un objectif, bien là, il faut le dépasser. Je veux dire, on ne peut pas se limiter aux limites de base. Alors, C'est on est allé fantastique. plus haut. C'est fantastique. Puis le latin, c'est pas une langue facile à apprendre. Bien, moi, j'ai suivi un cours à l'Université de Toronto parce qu'il fallait aller chercher des qualifications additionnelles. Hein. Puis moi, quand j'ai commencé, j'avais un BA de 3 ans, mais là, je voulais avoir un BA spécialisé. Je voulais aller chercher catégorie 4 dans mon brevet d'enseignement. Puis il y avait un cours à l'Université de Toronto qui était l'ancien français, qui était l'analyse du latin dans son transfert à la langue française. Comment les voyelles, les consonnes, les expressions latines sont devenues du français. Puis mon prof me dit que j'avais décroché la note la plus élevée de l'Université de Toronto à l'examen final dans cette matière-là. Ça fait que j'avais de l'aisance dans la matière. Donc, ça a beaucoup aidé. Alors, de là, à partir de Chelmsford Valley, là, je suis allé à l'école secondaire Algonquin de North Bay comme directeur adjoint avec Réal Perron, un directeur extraordinaire. Moi, j'ai été choyé. Partout où je suis allé, il y a eu des équipes fantastiques avec qui j'ai travaillé. Alors, j'ai été choyé de ce côté-là. Alors, à Algonquin, j'ai été là 7 ans. On a beaucoup misé sur le parascolaire parce que c'est une dimension qui permet de mieux connaître les enfants, les élèves, et aux élèves de mieux connaître les profs aussi, les enseignants. Alors, ça a été fort, la composante de parascolaire, mais la composante de l'enseignement aussi, c'était fort. Après 7 ans-là, je suis revenu à Sudbury. La famille, on a déménagé à Sudbury. Et j'ai été directeur adjoint de l'école secondaire franco-jeunesse pendant 2 ans. Ensuite, je suis devenu directeur pour 6 ans et demi de l'école secondaire franco-jeunesse. Puis là aussi, j'ai eu une équipe formidable. Mais dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Quand on voulait des profs, on pouvait aller chercher pas mal les profs qu'on voulait embaucher. On n'était pas limité à toutes sortes de conditions qu'on trouve aujourd'hui avec les listes d'ancienneté où tu es limité quant au choix. Alors, on a pu bâtir une équipe très efficace au point qu'à un moment donné, Claire Beauchemin de l'École des sciences avait fait une recherche. Puis dans sa recherche, elle voulait voir au niveau des 10e années combien d'élèves avaient la puissance de décrocher. Puis, en tout cas, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a visé les parents, il y a une recherche, êtes-vous d'accord, fait signer le formulaire, tout ça. 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, elle vient me voir, elle dit « Léo, j'ai les résultats de la recherche qu'on a faite auprès de tes 10e années ici à l'école. » Puis elle dit « J'en crois pas mes yeux. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est si grave que ça? » Elle dit « Non. » Elle dit « De tes 200 élèves de 10e année, il y en a seulement 4 qui ont la puissance de décrocher. » Bien, j'ai dit « Comment t'expliques ça? » Bien, Claire a dit, toi, explique-le-moi. Bien, j'ai dit, j'ai une équipe formidable, puis on est très fort sur le parascolaire. Si le jeune veut venir jouer au hockey, s'il ne veut pas venir à l'école, mais il aime le hockey, qu'il vienne jouer au hockey, puis nous autres, on va s'occuper de lui après ça. S'il veut venir à l'école parce que sa blonde est ici, bien, qu'il vienne. Une fois qu'il est ici, on va s'occuper de lui. Mais moi, je me mêlais beaucoup aux jeunes, hein, même au cafétéria, j'allais dîner, m'asseoir avec les élèves. Pas pour faire du chantage, mais pour mieux les connaître, puis parler avec eux, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, les choses qu'on pouvait faire, qu'on peut peut-être améliorer. Puis je pense que c'est allé assez loin. Ça fait que de là, il y a eu une étude en 1984 faite par le Conseil d'éducation de Sudbury Board of Education,
à savoir s'il y avait des écoles de trop. Parce qu'à un moment donné, il était question de fermeture d'école. Oui. Bon, bien, quand l'étude s'est mise à prendre du poids, moi, j'avais une décision à prendre. Parce que j'étais le dernier arrivé. J'arrivais de North Bay. Mon ancienneté était au minimum. Oh oui. Alors, j'ai fait demande au ministère de l'Éducation. J'ai décroché un poste d'agent d'éducation au ministère de l'Éducation avec Bill Boivin. Alors, j'ai travaillé là pendant 10 mois. Pendant ces 10 mois-là, j'avais la responsabilité de supervision de l'école de Wawa, du conseil de Michipicoten et de Chapelot. L'école de Wawa, il y avait à peu près une centaine d'élèves, mais c'était extraordinaire. Belle école avec Claude Paradis comme directeur. Un incident que je dois soulever, c'est qu'en hiver, il y a eu une grosse tempête un jour, puis le transport scolaire a été annulé. À notre surprise, les 40 élèves de Dubreuilville qui fréquentaient l'école de Wawa sont arrivés en motoneige ce jour-là. Alors, moi, je dis que c'est parce qu'ils aimaient l'école. Puis ils aimaient être à l'école, leurs amis étaient à l'école, puis il était question de bien apprendre là aussi. Alors, j'ai été cet été-là, ou dans les 10 mois que j'ai été agent d'éducation, j'ai été directeur du cours de formation des directions d'école à Sudbury. Ça fait que ça a pu être mon été. Ça a bien été, ça a été très plaisant. On a rencontré des gens de partout en province. Ça nous permet de créer des réseaux. Alors ça a été un beau succès également. Après ça, j'ai fait demande pour le poste de surintendant au Sudbury Board of Education en immersion. Puis j'ai eu le poste en immersion. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment l'immersion prenait de l'ampleur, puis il y avait de belles réussites. Parce que c'était, comme on dit en anglais, the trial balloon that flew. Alors, ça a été commencé, puis les gens ne pensaient pas que ça aurait le succès que ça a eu. Mais vraiment, les programmes d'immersion ont pris de l'ampleur et ça a été un beau succès tout le long de la gamme. J'ai encore des marques dans le dos dans certaines réunions où il y a des parents anglophones qui ne voulaient pas d'immersion parce que ça affectait les programmes anglais des écoles. Alors, mais on a traversé les ponts, puis tout est bien allé. Après ça, j'ai postulé un poste comme surintendant au Conseil des écoles séparées de Sudbury, catholique de Sudbury. Ayant été élevé par des parents dont les valeurs étaient très catholiques et d'être respectueux, puis d'être honnête, puis tout ça, j'ai dit, pas que ça ne l'était pas là, au Sudbury Board of Education, c'est pas ça que je veux dire, pas du tout, parce que ça a très bien été là aussi. Mais du côté séparé, je me sentais à l'aise, je me sentais chez moi dans mon cœur, dans mon âme. Alors, j'ai été surintendant là pour 6 ans. Et par après, les 4 dernières années de ma carrière de 35 ans, j'ai été directeur de l'éducation du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Sudbury, qui comprenait et la composante anglophone et la composante francophone. Puis, en 1998, c'est là que je suis devenu le directeur d'éducation du Conseil du Nouvel-Ontario, qui était finalement une école de langue française, un conseil de langue française, où on avait la gestion par et pour les francophones, qu'on a si longtemps entendu, puis qu'on a finalement pu avoir. C'est pas que l'histoire de succès, Léo. Le cheminement que tu as fait, puis les succès que tu as connus. Puis, à mesure que tu nous parlais de ton cheminement, on voit la passion que tu as, on reconnaît tes principes et puis ton credo en éducation. Je me demande si tu voudrais en parler un peu plus en détail. Moi, je pourrais dire ce que j'ai vu, mais je préférerais que ça serait toi qui le dise. Bien, si on parle de mes passions en éducation, mes principes, d'abord, je me suis lancé en éducation parce que l'éducation, d'après moi, était une façon pour moi d'aider les autres à apprendre et à grandir davantage. Moi, j'ai eu la chance de grandir puis d'apprendre. J'ai été choyé. Je voulais donner l'occasion aussi à des enfants de connaître des genres d'expériences où tu réussis,
ou que tu peux obtenir un diplôme. Alors, c'est ça qui m'a poussé vers la carrière de l'éducation, de partager des connaissances, puis de faire grandir les gens autour de moi. Il y a la dimension spiritualité qui est très forte en moi. Le côté spirituel est un élément absolument essentiel à l'être humain, à mon avis. Et c'est cet élément de spiritualité qui me donne la paix intérieure, qui me permet de faire la recherche du bonheur. C'est cet élément-là qui me fait grandir, qui me donne de l'énergie. Il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est primordial chez nous. C'est ça qui nous fait vivre, c'est notre âme, hein? C'est la vie, absolument. La philosophie de vie, c'est rechercher la paix intérieure. Si tu as la paix intérieure, le reste tombe en place. Moi, j'aime bien mieux des gens qui viennent travailler de l'avant que de rentrer au travail de reculons. Oui. Parce que ça fait toute la différence. Hein? Oui. La promotion de la francophonie, ça, par exemple, j'y tiens, puis j'y tenais, j'y tiens toujours. J'ai vécu des expériences, disons, qui n'étaient pas très plaisantes ici et là dans ma carrière. Lorsqu'il y a eu, par exemple, donner un exemple, dans ma première école, j'enseignais à Garth Falconbridge. Il y a une enseignante qui m'a accosté un matin dans le salon des profs et me dire Leo, you have to speak English. This is an English language school. Puis je parlais à Roger Talbot, qui était un ami qui enseignait l'éducation physique. Puis j'ai dit à cette madame-là de se mêler de ses affaires, puis qu'elle n'était pas gentille, puis elle ne peut pas m'imposer la langue que je veux parler. Cette dame-là m'a beaucoup respecté par après. Puis en passant, cette même dame-là est devenue présidente de Women Teachers à un moment donné. Alors, j'ai trouvé de la mettre à sa place. Je me fais dire à North Bay, speak white, d'un Shoppers Drug Mart. Alors, c'est des échantillonnages d'éléments qu'on a vécus, mais on l'a à plus grande échelle quand on veut avoir des services en français, qu'on est obligé d'aller aux tribunaux pour les obtenir. Parce qu'il y a des éléments de mauvaise foi parfois, ici et là, mais en fin de compte, le tout finit par se résoudre à travers les tribunaux. Je suis fier de mon héritage que mes parents m'ont donné. Mon père, c'est un boucher, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Pas d'éducation, mais il savait se tirer d'affaires. Puis il y a une chose que je remarque, même dans la vie d'aujourd'hui avec les personnes, ils n'ont peut-être pas d'instruction, mais ils ont de l'éducation. Puis ils savent très bien se tirer d'affaires, puis ils ont des valeurs qui leur permettent de réussir. Puis ça, c'est très plaisant. Le dépassement de soi, moi, je ne connais pas ça du 100%, c'est du 110, c'est du 120. 150. Ouais. Alors, c'est important. Ce qu'ils disent en anglais, là, to raise the bar, là, on ne se satisfait jamais assez, il y a une certaine limite, on veut toujours aller au-delà. Puis, mon engagement au niveau du bénévolat, ça, c'est quelque chose que... On va y arriver, mais avant qu'on aille là, parce que je sais que tu es très engagé dans la communauté, je voulais simplement dire, revendiquer nos droits francophones. Oui, Léo, je te mettrais un des premiers piliers pour revendiquer les droits francophones et puis faire la promotion de notre langue. Ça n'a pas toujours été facile et puis on le reconnaît. Il y a une personne en toi. Et puis surtout aussi, tu as connu du succès dans tout ce que tu as entrepris en éducation. Puis, tu nous as parlé de tes récompenses, des récompenses de tout ce que tu as fait et tes défis. Puis, tu t'es retiré après 35 ans de te démener à 150%, je dirais. Alors, à la retraite, tu es impliqué comme tu devrais, comme Léo le ferait. Alors, je te laisse parler de ça. À la retraite, bien, je ne peux pas passer de côté de Richelieu, parce que le Richelieu, pour moi, c'est une organisation toute spéciale. Là. Ça fait, 47 ans que je suis membre de Richelieu à Sudbury, puis j'ai gravi des échelons à l'intérieur du club de toute façon. J'ai été président du club à un moment donné, j'ai fait partie de nombreux comités. Depuis les 7 dernières années, je pense qu'on donne au-delà de 100 000 aux enfants et à la jeunesse dans le besoin, dans notre milieu, dans notre communauté.
On a, à chaque année, on a notre souper aux morts annuel qui est un succès incroyable. 500 personnes chaque année, c'est salle comble. On travaille au bingo, Delta Bingo and Gaming. Les gars vont faire du travail là le dimanche après-midi pour 2 heures. Alors, ça génère des revenus qu'on peut peut ensuite remettre aux jeunes. Alors, Club Richelieu, pour moi, c'est cher à mon cœur. Il y a tout un groupe de personnes très dévouées, très engagées. Puis, c'est spécial dans ma vie. Alors, je suis toujours actif au niveau des Richelieu et j'espère le continuer encore plusieurs années. Il y a la Maison des soins palliatifs. Ma mère est décédée en 2007 à la Maison des soins palliatifs que je connaissais à peu près pas dans le temps. Elle a passé 34 jours là. Ça fait qu'on a eu la chance de vraiment voir le fonctionnement de cette maison de soins palliatifs. Ça, c'est une maison qui a débuté avec Léo Terrien comme architecte, qui a bâti la maison au tout début, là. Et ensuite, ça a été converti à Maison des soins palliatifs. On a craint à un moment donné qu'avec les services de langue anglaise qui faisaient partie de ce service-là, que le français peut être en danger. Ça fait que j'ai décidé de prendre ça en main. On a convoqué un comité. On a eu 31 réunions dans une année. On a consulté la communauté, on a parlé à un paquet de gens, on a travaillé avec les gens du ministère qui ont été d'un effort superbe à nous aider. Le réseau du mieux-être, le ministère de l'Éducation nous ont donné un bon coup de main. Puis, on est parvenu à faire désigner la Maison des soins palliatifs de Sudbury sous la loi sur les services en français. Ça veut dire que ça garantit des services en français à la Maison des soins palliatifs de Sudbury. Alors ça, pour moi, c'est important. Au niveau de la Caisse populaire, j'ai été 16 ans au conseil d'administration d'une Caisse populaire, la Caisse populaire de la Salle. J'ai présidé la Caisse pendant 2 ans. Alors, ça a été des efforts de ce côté-là pour aider la communauté au niveau de la Caisse. Au niveau de la paroisse, j'ai été très actif et je suis moins maintenant, mais encore actif au niveau de la paroisse. Président du comité de pastoral, de développer toute une série de règlements au niveau de la paroisse. On a passé plusieurs années. On a un orgue Casavant à la paroisse Saint-Dominique. C'est un orgue qui appartenait à la paroisse La Toussaint. Et finalement, on nous l'a donné. On est allé chercher un bureau, l'orgue principal, le clavier de Saint-Vincent-de-Paul de North Bay. Il y a 2 gros bureaux, on appelle ça des bureaux, là, à la paroisse pour l'orgue avant, le casse avant. Et les gens ont vraiment contribué. Puis on a mis ça à jour. On fait venir des morceaux de l'Espagne, de l'Allemagne. Et, incroyable. On a fait toutes sortes de choses. Je veux dire, ça finit plus. On est engagé. À la retraite, beaucoup de bénévolat. C'est pas du bénévolat vraiment, mais quand on travaille en éducation puis on se démène, il y a un prix à payer au niveau de la famille, hein, parce qu'on est moins présent au niveau de la famille. Fait que là, j'en profite depuis la retraite pour vraiment passer du temps avec la famille, puis les enfants, puis les petits-enfants. J'ai 3 enfants. J'ai mon épouse qui m'a toujours appuyé à 150 %. Mes 3 enfants, mes 6 petits-enfants. Là, au moins, on peut vivre les éléments familiaux, parce que là, ça va faire quoi, là, 59 ans qu'on va être mariés? Ah, c'est quelque chose à L'été prochain, ça va célébrer. être 60 ans. Oui, une grosse célébration. Ah là. oui, ça s'en vient. Oui, c'est fantastique. Ouais. Alors, le bénévolat n'arrête pas, veut dire, il faut que tu sois au service des autres. C'est ça, l'être humain, c'est d'être au service des autres. Puis moi, j'ai toujours été choyé de bien des façons, c'est ma façon de remettre. Mais ça, je dois avouer, te dire, le service des autres, c'est quelque chose qu'on pourrait résumer Léo Lefebvre au service d'eux. Et puis, ta passion avec tout ce que tu entreprends à 150 %, c'est vraiment incroyable. Et puis, même rendu à la retraite, tu y donnes de ton temps. Puis, c'est d'essayer de continuer tout en
pouvant, comme tu dis, tu as dit tantôt, remettre à la famille du temps on n'a peut-être pas eu autant quand on était plus jeune. Si tu avais un conseil à donner à la génération plus jeune, ça serait quoi, Léo? Les jeunes d'aujourd'hui, bien, d'abord, je vais faire référence à un commentaire que François Villon avait fait au Moyen Âge, en l'année 1200. Bon, on recule On loin. recule loin là. Mais François Villon avait dit, il était poète dans le temps, c'est lui qui a écrit la Ballade des pendus, il y en a peut-être qui vont se souvenir d'avoir étudié ça à l'école secondaire en littérature française. Il avait dit, si la jeunesse d'aujourd'hui continue comme elle va, je ne sais pas quelle sorte de jeunes qu'on va avoir demain. Oui. Puis vous voyez, on est aujourd'hui au 21e siècle, on fait les mêmes commentaires. Mais moi, je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, là, c'est important d'être respectueux, d'avoir de la compassion, d'avoir une ouverture vis-à-vis de nouvelles connaissances, parce qu'ils ne seront pas appelés à avoir un poste, une carrière. Ça va être plusieurs genres de postes au sein de leur vie. Alors, il faut qu'ils soient ouverts à de nouvelles connaissances, de ne pas se limiter au matérialisme. Le matérialisme, là, ça mène pas loin. De veiller à leur santé mentale, veiller à leur santé physique, c'est important. De ne pas craindre l'échec. L'échec fait partie de l'apprentissage. Il faut grandir de l'échec. Entourez-vous de personnes fortes, de personnes positives. Ça, c'est important. Parce que vous allez devenir qui vous allez fréquenter. Alors, choisissez-vous des bonnes personnes. Tâchez d'investir dans la sécurité financière. C'est quelque chose qu'on ne fait penser au niveau des écoles, parce que les jeunes sortent du secondaire, puis au point de vue de financement, ils ne savent pas grand-chose. Alors, c'est très important de ce côté-là, de vraiment investir là-dedans. De développer des valeurs saines, d'avoir confiance en eux, puis ça va mener, s'ils font tout ça, là, ça va mener à une certaine intégrité, puis d'être des citoyens actifs. Les citoyens actifs, et puis ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec les 40 heures de bénévolat communautaire qu'on demande aux jeunes pour pouvoir graduer. Mais tous les conseils que tu viens de mettre, je les ai écrits parce qu'on peut les vivre nous aussi. Ah, sans doute. Oui, on peut. Alors, c'est fantastique. J'ose te demander, je pense pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Moi, j'avais rencontré un groupe d'élèves, d'étudiants, en fait, de l'École des sciences de l'éducation, qui cherchaient un poste un printemps alors que j'étais directeur d'éducation. Puis, on était dans la salle du conseil, puis on avait tout le groupe là, puis je les regardais, puis je leur disais, là, je vois là, dans vous, là, de futurs principaux, directeurs, directrices d'école, je vois des surintendants, je vois peut-être des directeurs d'éducation. Mais j'ai dit, le chemin est à faire. J'ai dit, moi, je vous dis, là, honnêtement, là, si j'avais recommencé ma carrière demain matin, je la referais. La même carrière que j'ai vécue, là, je serais prêt à la refaire le lendemain matin. Après la réunion, il y a un des surintendants, il dit, Léo, il dit, tu referais ta carrière demain matin? J'ai dit oui. Il dit, tu es fou? Oui, ça serait beaucoup à reprendre, là. J'ai dit non, parce que, OK, il y a des moments forts, des moments moins forts, il y a des côtés positifs, des fois, il y a des choses négatives, mais il faut transcender tout ça, il faut être au-delà de ça, puis de regarder les bons moments de la vie. Ça fait que ça, c'est un élément qui me tient à cœur. Moi, je recommençais demain matin. Si tu me demandais, aujourd'hui, 2024, tu regardes un peu ce qui se passe dans les écoles, est-ce que tu irais en éducation? Ma réponse? Peut-être. Je ne dirais pas oui automatiquement, mais peut-être. Parce que je trouve qu'en éducation, ça s'est beaucoup trop politisé. Beaucoup trop de comités. Beaucoup trop de bien des choses qu'on ne vivait pas nous autres. Moi, quand j'étais directeur d'école, puis en passant, la direction d'école est le plus beau poste dans l'éducation. Parce que tu es proche des enseignants, tu es proche des élèves. Oui. Mais quand tu regardes
l'éducation que j'ai vécue, on avait un contrôle sur nos écoles, puis on avait un contrôle sur nos programmes, qu'on respectait au niveau des programmes du ministère et tout ça. Mais je trouve que ça se perd, puis la société est beaucoup changée. Moi, je me souviens à Garson Falconbridge, ma première année, un élève ne faisait pas ses devoirs. J'appelais ses parents le soir. Puis quand j'appelais ses parents le soir, c'était réglé. Il n'y avait plus de problème. Après ça, les devoirs étaient faits. Aujourd'hui, je pense que quand tu amènes un élève à le bureau du directeur ou du directeur adjoint pour la discipline, l'élève, il se sentirait plus à l'aise d'avoir son avocat avec lui. Souvent, son avocat, c'est ses parents. Ouais. Je trouve que les parents pourraient appuyer davantage l'autorité de l'école. Ouais. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, puis c'est ça qui me frustre un peu quand j'entends parler de choses, là. C'est pas simple comme c'était auparavant. Ouais. Puis l'éducation, il faut qu'on continue à la valoriser, puis la protéger. Parce que je trouve que dans les écoles, mon petit Saint-Saëns, des fois, on dilue un peu trop l'éducation comme telle. Alors, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, là, travailler en partenariat avec les parents, c'est important. Oui, Ouais. ils font partie de Ouais. l'équipe, absolument. Ouais. Moi, il y a peut-être un petit incident que je peux. Il y a un élève à un moment donné, il avait sacré contre le prof en classe. Ça fait qu'il est envoyé au bureau. J'ai dit, tu vas t'asseoir au bureau, j'appelle tes parents, tu ne bouges pas de là. J'appelle le père me dit, gardez-le là, j'arrive. La première chose que le père me dit quand il est arrivé dans mon bureau, vous, M. Lefebvre, vous n'avez jamais sacré? J'ai dit, monsieur, on n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de votre fils. Mais c'est un peu l'attitude qu'on trouve que de plus en plus commun, puis c'est regrettable. Parce que si on avait l'appui des parents à bien des points de vue, ça serait beaucoup plus plaisant au niveau des écoles. Ouais. Ah, je suis d'accord. Et puis, tes principes et ta passion, je comprends ce que tu dis avec tout ce que tu as fait en éducation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, brûlant, que tu voudrais nous dire avant qu'on se quitte? Bien, il y a peut-être un élément dont je voudrais vous parler. Quand j'ai fait ma maîtrise en éducation à Ottawa, Sister Mulcahy, Sœur Mulcahy, qui est enseignante de philosophie, nous a parlé d'un livre. Puis le livre s'appelle The Human Side of Enterprise, par Douglas McGregor, Ah, OK. 1960. Mais croyez-le ou non, ce livre-là, encore aujourd'hui, reçoit des accolades. Il est axé vers l'industrie, mais il s'applique très bien des conseils scolaires et des écoles. C'est qu'on oublie trop souvent le côté humain des personnes. On est humain, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Mais tu sais, il ne faut pas sommer les gens quand ils font des erreurs ou si c'est négatif un peu. Il faut les amener à progresser, à s'améliorer, à grandir. Ça, c'est le côté humain qui est tellement important au niveau des écoles. Moi, j'ai toujours dit avec mes profs, vous autres, vous êtes, et pas juste les profs, là, les concierges, les secrétaires, les femmes de ménage, les femmes de la cafétéria, toute l'équipe. J'ai dit, vous autres, vous êtes numéro 1 après les enfants. C'est vrai, les enfants sont au cœur de tout ce qu'on fait. C'est ça. Merci beaucoup, Léo, d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Et puis, j'apprécie tout ce que tu as fait. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour les élèves. Bien, merci à toi, Nicole.